Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec la 19e, case, j'allais dire 20e, avec la 19e case de ces Vlogmas, enfin une case, vous avez compris, vidéo de ces Vlogmas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 10 de lecture de l'année. Alors, l'année n'est pas terminée, vous le savez, puisqu'on est le 19 décembre, donc il reste 2 semaines à peu près. Non. 26. Ouais, un peu moins de 2 semaines avant que l'année se termine. Mais vu ma rapidité de lecture du moment, on va pas se mentir. Il y a des chances que je termine pas beaucoup de livres d'ici la fin de l'année. Là, j'en suis, je crois, déjà 84 livres lus pour l'ensemble de l'année. Mon challenge était de 80, donc lui, je l'ai confirmé, c'est réglé. Mais du coup, je pense pas je pense pas qu'une lecture se fasse une place dans mon top 10. Excusez-moi. D'ici la fin de l'année. Je peux me tromper, mais vu la conjoncture actuelle, je pense qu'on est tranquille. Là, je vais vous les dire dans l'ordre de lecture à peu près. Parce qu'il y en a un que j'avais oublié, parce que j'ai écrit sur mon petit carnet, et il y en a un que j'avais oublié de noter. Et j'ai écrit sur mon carnet, sur Goodreads, et je fais mes statistiques sur un document Google Sheet, là, je sais pas quoi, truc de calcul, enfin, un Excel, mais version Google. Et du coup, il s'est retrouvé à être 82e alors que je l'ai lu il y a bien longtemps. Donc voilà. Le premier, c'est à force d'espoir, de Laura Mayeux. C'est un recueil de poésie que j'ai trouvé très beau, très touchant. J'ai découvert Laura Mayeux sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram d'abord, puis sur TikTok. Elle a un roman qui est paru chez Nisha, etc., si je dis pas de bêtises, en septembre, je crois. Il est dans ma wishlist. Comme quoi, ma wishlist que je vous ai fait l'autre jour, elle est clairement pas complète, du coup, puisqu'il n'en faisait pas partie, mais pourtant il en fait bien partie pour de vrai. Il est dans ma wishlist parce que j'ai adoré la plume. Alors après, c'est très différent parce que là, on parlait d'un. Comment ça s'appelle? D'un recueil de poésie. Là, on parle d'un roman, donc c'est sans doute un petit peu différent. Mais son recueil de poésie, et je sais qu'elle en a fait paraître d'autres en auto-édition également. Son recueil de poésie est juste magnifique. Je l'ai adoré. On suit sa résilience clairement face à son handicap parce qu'elle a dû se faire opérer quand elle était très jeune, hein, et elle s'est fait amputer des 2 jambes. Donc c'est quand même quelque chose de lourd à porter et on le ressent bien dans son recueil, mais on sent aussi sa résilience, sa force, comme le titre le dit, hein, à force d'espoir. Après, je pense qu'il n'y a pas que l'espoir, il y a aussi la force mentale dont elle fait preuve qui joue beaucoup. Et vraiment, je peux que vous recommander à force d'espoir. J'adorerais avoir ces autres recueils pour pouvoir les lire et découvrir un peu plus sur cette femme très forte et très courageuse qu'est Laura Mayeux. D'ailleurs, j'ai plus le recueil. Je crois que je l'ai revendu parce que je suis pas sûre de le relire un jour, mais en même temps je me dis je vais peut-être me l'acheter en e-book, comme ça je l'aurai dans un coin et je pourrais le relire parce qu'il était vraiment très très bien écrit et très beau.
Le deuxième, c'est Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, je crois. J'ai un doute sur l'autrice de ce roman. Il me semble que c'est de Nora Lake. Il y a un fond de mythologie grecque. Il y a un fond de mythologie. On se base sur la mythologie grecque avec, avec l'histoire de Orphée et Eurydice. C'est Eurydice qu'elle s'appelle? Mon cerveau n'est pas réveillé depuis assez longtemps pour être sûr de ce qu'il dit, mais il me semble que c'est Eurydice. Ce fameux mythe où ils se rencontrent, ils se marient, et quelques temps plus tard, elle se fait mordre par un serpent, je crois, et elle meurt. Et, comment dire, Orphée va tout faire pour essayer d'aller en enfer et ressortir avec Eurydice, donc avec sa femme, parce que il l'aime et il veut pas vivre sans elle. J'ai jamais compris Orphée d'ailleurs. Sur la fin du mythe, si vous ne connaissez pas le mythe, je ne vous dirai pas la fin parce que du coup, vraiment le roman, on suit cette histoire, on suit Eurydice et Orphée avec quelques petits twists forcément. L'autrice a réécrit le mythe, elle n'a pas juste repris le mythe mot pour mot, et elle l'a réécrit avec beaucoup de brio, vraiment j'ai adoré cette lecture. Je l'ai toujours. Normalement je l'ai toujours parce que j'ai acheté tous les Hurlevents jusqu'à Sous le marbre la révolte. Les suivants je les ai pas encore. Je les aurai un jour, on va pas se mentir. Je les ai tous achetés, je les ai tous gardés. C'est les seuls que je refuse de vendre parce qu'ils sont incroyablement beaux. Et j'ai jamais été déçu par un Hurlevent. Pour l'instant, en tout cas, j'ai jamais été déçu par un Hurlevent. J'ai mes petits préférés, on va pas se mentir. Mais pour l'instant, j'ai jamais été déçu et pourtant j'en ai lu 1, 2, 3... 5. Je crois que j'en ai lu 5 cette année. Des Hurlevents, donc ça fait quand même un sacré nombre de Hurlevents lus dans l'année finalement. Mais il me semble que j'en ai lu 5. 4 ou 5. Et ils ont réussi à ne jamais me décevoir. Et pourtant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dans ma bibliothèque. J'en ai lu 5, dont une qui était une relecture. Il me semble que c'est ça. Mais en début d'année, déjà, j'en ai lu 3 en février, quoi. Donc, déjà, ça donne une bonne impression d'à quel point j'aime cette maison d'édition. Je vous ferai une vidéo spéciale d'ailleurs. Sur les 15 que j'ai dans ma bibliothèque, il m'en reste un seul qui n'est pas lu encore, mais il s'accompagne d'une relecture du premier tome. Donc j'attends un peu, je vais peut-être attendre 2026 pour le lire, parce que vraiment juste j'avais adoré le premier tome, mais mes souvenirs sont un peu vagues, donc je vais essayer de relire le premier tome avant de lire le deuxième tome, et j'ai vraiment trop hâte parce que j'avais adoré. Mais les larmes de l'asphodèle, vraiment le fait que ce soit de la mythologie grecque en plus, donc forcément moi on me dit mythologie grecque, je fonce, mais ouais, une très très bonne lecture. Alors les larmes de l'asphodèle vont être le seul Hurlevent qui sera dans mon top 10. Ça se joue à pas grand chose, on va pas se mentir.
J'ai lu quoi aussi? J'ai lu Les Lumières de Kilchorn. Lui, il aurait pu avoir sa place, clairement. Parce que juste parce que j'ai adoré ce roman. Je l'ai dégommé en une nuit. Enfin, vraiment, j'ai kiffé ce roman. J'ai lu également Au temps des murmures. Alors, lui, j'ai pas été déçue. Mais c'est clairement pas mon préféré des Hurlevents. Et j'ai relu Descendre sur tes mains, mais lui, du coup, il peut pas. Enfin, il pourrait compter dans mes meilleures lectures de l'année. Mais je préfère vous parler de lecture de primo-lecture en quelque sorte, de lecture que j'ai fait pour la première fois cette année et ne pas mettre de relecture parce que j'en ai quand même fait pas mal. D'ailleurs, ça me paraît étrange, mais je vois pas le père Goriot. Je l'ai relu cette année, non? J'ai peut-être relu en décembre l'année dernière. Ceci expliquerait cela. Mais ouais, les larmes de l'asphodèle, vraiment, je peux que recommander. Vraiment. J'ai vraiment adoré ce roman. Ensuite, il y a Rebel University 3, Ice and Fire, où on suit Cade et Winnie. Vraiment, quand j'ai commencé les Rebel University, donc il y a un an, c'était un peu en étant forcé. Alors, j'abuse en disant forcé parce que elle m'a pas mis le couteau sous la gorge, mais ma meilleure amie m'a tanné pendant des semaines et des mois avec les Rebel University. J'ai fini par m'acheter le premier, par le lire en 2 jours, je crois, et par m'acheter les suivants. Parce que du coup, que j'ai revendu d'ailleurs, parce que du coup, j'ai adoré le premier. Le deuxième, j'ai un peu moins aimé, ce qui sans doute explique du coup pourquoi j'ai attendu février ou mars pour le lire. Par contre, le troisième, j'ai pas attendu beaucoup plus longtemps. Je l'ai lu en mars, début mars, je crois vraiment, parce que je savais qu'il y avait de fortes chances que Cade soit mon personnage, enfin mon protagoniste masculin préféré, et ça n'a pas loupé. Cade et Winnie, l'histoire de Cade et Winnie est juste magnifique. Vraiment, j'ai adoré me plonger avec eux et être à fond dans leur histoire. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai souri. J'ai espéré avoir un Cade dans ma vie et vraiment c'est le roman de la saga qui m'a le plus touché et que j'ai juste préféré. Ensuite j'ai découvert Elisabeth Acevedo Acevedo, je ne sais plus comment on prononce son nom de famille et je suis désolée, Acevedo. Je crois que c'est Acevedo. Avec Sur le vif, qui a été traduit par Clémentine Beauvais, qui est d'ailleurs ma plus grande déception. Pas Sur le vif, mais Clémentine Beauvais. J'ai été très déçue par Clémentine Beauvais. Alors, j'ai adoré ces traductions des recueils de poèmes, enfin des romans poésie, des romans sous forme de vers d'Elisabeth. Je reprononcerai pas son nom de famille, mais par contre j'ai essayé de lire un roman de Clémentine Beauvais, j'ai pas réussi. Sur le vif, je ne sais plus le prénom de la demoiselle, mais on suit une jeune fille de 16 ou 17 ans qui est au lycée et qui est déjà maman. Elle habite chez sa grand-mère. Sa mère est morte quand elle était petite, je crois, et son père est jamais là. Vraiment, il vient... il est censé venir 2 mois par an et en fait chaque fois il reste 3 semaines et il repart. Donc elle est maman et en même temps elle suit les cours.
Et au lycée, elle a besoin d'une option. Et elle choisit une option culinaire qui l'emmène à faire de nouvelles rencontres et à voyager, etc. Et je l'ai trouvé juste très très beau. Et j'ai vraiment adoré ma lecture de Sur le vif. Après, est-ce que c'est parce que c'est le premier livre de Elisabeth que j'ai lu? Peut-être. Parce que je sais que du coup elle en a fait d'autres que j'ai lus aussi. Par exemple, Signé X et, si je ne me trompe pas, De l'autre côté de l'eau, que j'ai adoré tous les deux. Mais je pense que Sur le vif est mon préféré parce que c'est celui qui m'a permis pas de la rencontrer, mais décidément j'y arriverai pas aujourd'hui, de la découvrir. Si j'avais commencé par signer Poète X ou De l'autre côté de l'eau, je pense que ça aurait été juste le premier que j'ai découvert, mon préféré. Mais j'ai vraiment adoré Sur le vif, et la plume, c'est très poétique. La traduction est très bien faite, c'est vraiment incroyable. Et il faut que je regarde, mais je crois qu'elle en a pas sorti d'autres. J'essaierai peut-être de les lire en anglais. En revanche, ça peut être sympa. Ensuite, on a Les Dieux du Campus, le tome 6, Scott, que j'ai repoussé pendant longtemps. Je l'ai repoussé pendant un moment avant de le lire en 3 jours en lecture commune avec une amie. On l'a déglingué, le roman. On a adoré, on l'a lu à une vitesse assez folle, avec ma meilleure amie qui m'a poussé à lire Les Rebelles University. Du coup, Les Dieux du Campus, donc le tome 6, donc on suit Scott et Valentin, qui est le meilleur ami de Blake, la fille du tome 3. Valentin est français, il vient aux États-Unis pour son école de journalisme. Il veut faire un article sur... Alors, je crois qu'à la base, c'est sur les sportifs et la pression qu'on met aux sportifs. Et je crois qu'au final, il change de sujet lié à sa rencontre avec Scott et à ce qui s'en découle, à ce qu'il apprend de Scott, etc. À côté, on a Scott qui est le coureur de jupons de l'école de l'équipe de hockey, qui a un passé un peu compliqué avec Eva, qui est la fille du tome 5, qui est présente dès le début, puisque Eva et Scott sont les meilleurs amis de Jeremiah, qui est le love interest du tome 2, donc de Sander, d'ailleurs que j'ai relu dans l'année, qui est toujours mon tome préféré, mais j'ai dit pas de relecture dans mon top, donc voilà. Et donc Scott au début a un peu de mal avec Valentin. Pas tant parce que Valentin est gay, ça Scott il en a rien à faire. Son meilleur pote est gay, enfin vraiment il a aucun souci avec ça. Sachant que dès le début on a le point de vue de Scott et il le dit clairement que lui ça le dérange pas, que si un jour ça venait à arriver, si un jour il devait embrasser un mec, il y aurait aucun souci. Que la vie c'est fait pour vivre et expérimenter des choses, alors sans doute un peu lié à son passé aussi, mais du coup Scott n'est pas fermé, c'est juste le gros coureur de jupons de la fac, mais il n'est pas non plus fermé à courir les pantalons quoi finalement. Au début c'est un peu tendu entre eux, sauf que proximité forcée, puisque l'appartement que Valentin devait habiter est en travaux, en rénovation, enfin je sais plus, un truc avec de l'amiante, mais vraiment un truc XXL, hein, vraiment le fait que ça arrive c'est juste probable, mais chiant. Et donc il appelle, lui il n'était pas au courant du tout, donc il appelle la propriétaire, il finit par appeler
Blake, et Blake est en voiture avec Dante, Sander et Jeremiah, je crois qu'ils sont que tous les quatre. Et Jeremiah lui dit, bah écoute, va à la coloc où j'habite, il y a une clé à tel endroit, enfin, je sais plus s'il lui dit où est la clé ou s'il lui dit de toquer, mais il lui dit, écoute, va à la coloc, on a une chambre de libre, et puis de toute façon Scott est déjà là-bas, enfin il t'accueillera, quoi. Scott pas au courant, c'est-à-dire que il y a un petit laps de temps entre le moment où Jérémia propose à Valentin et le moment où Valentin arrive, mais Jérémia ne prévient pas Scott, sinon c'est pas drôle, et ils sont obligés de cohabiter, et bon, ils se rapprochent, et puis on sait comment ça finit, mais j'ai trouvé qu'il était particulièrement bien écrit, il touche à des sujets quand même très sensibles. Il y a le petit fil conducteur de Scott est un Swiftie, donc on a des références à Taylor Swift assez régulièrement, on va pas se mentir. Et il y a quand même des thèmes assez importants à aborder, donc je le mettrai pas entre les mains de tout le monde. Outre le fait qu'il y ait des scènes de smut, ça c'est un classique de la new romance en vrai en général, mais outre ça il y a quand même des scènes et des sujets abordés qui sont assez lourds. Si vous voulez les trigger warnings, n'hésitez pas soit à les lire avant d'acheter le roman, soit à me demander avant de vous déplacer pour l'acheter, parce qu'il y a quand même des sujets assez lourds. Je connais des gens qui l'ont pas lu, à qui j'ai tout spoilé, hors les scènes où il y a des trigger warnings, le trigger warning qui les dérangeait, parce que ça ne l'aurait pas fait sinon. Ensuite, j'ai lu Moon Brothers, je ne sais plus de qui, malheureusement, où on suit un jeune garçon de 17 ans qui apprend que son frère est condamné à mort, mais qui apprend la date à laquelle son frère va être mis à mort, du coup. Donc on est en Amérique, son frère a commis un crime, ou pas, qui sait. Je crois qu'ils ont des origines, je sais plus si c'est hispanique, mais ils sont pas purement américains, si, mais ils sont pas aussi blancs qu'ils le devraient. Ce qui est peut-être la raison pour laquelle ce fameux grand frère a été emprisonné injustement, puisqu'il est accusé de la mort d'un agent de police. Et donc ce petit frère va prendre ses économies et aller jusqu'à, parce qu'il habite à New York, mais il va aller jusqu'à, je crois, au Texas, ou je sais plus, mais quand même assez loin, pour être là, en fait, le jour où son frère va se faire exécuter. Et pour essayer, en fait, de l'aider dans une dernière audience, pour essayer comment dire, juste de le sauver, peut-être. Et c'est en forme un peu comme Sur le vif. C'est un roman, mais avec des formes très poétiques, en vers libre, en fait, et je l'ai trouvé magnifique. Je pense que si ça avait été un roman en forme classique, en quelque sorte, j'ai un doute sur le terme, c'est pour ça que je vous dis forme classique, l'effet aurait été moindre. C'est-à-dire que je l'ai lu très vite, je l'ai lu en 2 heures, en gros, puisque vraiment c'était très poétique, très beau, et ça se lisait très vite et très bien. Donc je l'ai lu en 2 heures, et je pense que s'il avait été sous forme plus classique, je l'aurais lu en autant de temps, mais j'aurais moins pleuré. C'est-à-dire que sur les 2 heures, j'ai dû pleurer 8 fois.
à peu près, pour vous donner une petite impression, hein. Mais ouais, Moon Brother m'a fait verser énormément de larmes. Je me souviens pas des prénoms des personnages, mais je me souviens que c'était très poétique, très beau. La traduction a été réalisée avec brio. Et vraiment, j'ai perdu des litres et des litres de larmes, pardon, ce jour-là. Vraiment, c'était waouh. Ensuite, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, le 7e, c'est l'esquisse de nous. Et forcément, je vais pas l'avoir. Ah si. Je vais pouvoir vous en présenter au moins un. De Christine Laramé chez Kairos. On suit Liam et Thomas. Thomas déteste Noël. Et il a une bonne raison de détester Noël. Et Liam, lui, adore Noël. Ils se rencontrent un peu par hasard. Puisque Thomas sort d'une soirée. Et Thomas fait tout pour... d'une soirée avec des potes. Sauf que Thomas, c'est le genre de personne qui fait tout pour être le moins vu possible, qui va longer les murs, raser les murs, essayer de se faire le plus discret possible. Et Liam est un artiste. Je sais plus exactement, je crois que Thomas percute quelqu'un, ou je sais plus exactement, mais une femme fait tomber des affaires par terre dans la rue. Thomas l'aide à les ramasser, et pendant ce temps-là, en fait, sans qu'ils se connaissent, sans qu'ils s'en rendent compte l'un l'autre, Liam, lui, est en train de se promener pour trouver l'inspiration pour sa peinture. Et il filme sur le bâtiment, il y a des animations sur un bâtiment, et il est en train de les filmer, et en fait en regardant la vidéo chez lui le soir, il voit Thomas. Et ils se recroisent plusieurs fois, mais c'est pas forcé, enfin vraiment ça... Au début, je me suis dit, mais ils vont jamais se recroiser. En finale, si. Donc, ils se recroisent, ils finissent par discuter, etc. Ils se recroisent plusieurs fois avant de discuter, je crois. Et bref. Et ils finissent par se rapprocher, etc. Cette romance est toute pipou. Elle est toute choupie, c'est tout doux, c'est tout... Vraiment, j'ai adoré ma lecture. Liam et Thomas, vraiment, m'ont fait fondre. Vraiment, ils sont adorables. Alors, j'aurais pu mettre mon autre lecture de Noël, d'ailleurs, que j'ai mise. Oui. Mais celui-là, vraiment, tout pipou, tout adorable, tout choupi, j'ai vraiment adoré. C'est tout simple, c'est tout mignon. Ils sont green, c'est des green flags, c'est tout, c'est comme ça. C'est de la green romance en même temps, donc forcément. Mais c'était vraiment adorable. C'était doux, et ça me paraît, et naturel en fait. C'était pas, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment c'était magnifique. Et c'était le premier roman de chez Kairos que j'ai lu, et ce sera pas le dernier, puisque de toute façon j'en ai déjà relu un depuis, et je compte en relire d'autres. Et les relire l'année prochaine, celui-là et celui que j'ai déjà lu. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des Jumeaux Croche-Mort, qui est un jeunesse qui est chez Flammarion. J'ai un doute, et je ne sais même plus de qui. O'Donnell. J'ai le nom de famille, mais j'ai plus le prénom. Tant pis. Où on suit du coup des jumeaux qui habitent, qui sont en famille d'accueil depuis que leur mère est morte. Ils sont dans une famille qu'ils adorent et qui les adore. Et il y a quelques petits trucs qui se passent. Orion, j'ai un doute sur son prénom. Oriel, je crois. Il y a un gars et une fille. Le garçon fait des cauchemars terribles qui le réveillent en sursaut, qui le font hurler de terreur. Et elle a des sortes de migraines assez folles. Il me semble que c'est ça. Elle, c'est les migraines, et lui, c'est
c'est les cauchemars. Et un jour, un homme débarque, enfin, ou une femme, je sais plus, débarque et annonce que leurs grands-parents, c'est une femme, que leurs grands-parents paternels veulent les récupérer. Ils veulent avoir les jumeaux chez eux. Alors, ils sont là en mode, non, ça leur arrange pas de fou. Sachant qu'en plus, c'est assez dingue. Elle leur dit, écoutez, faut que vous soyez prêts demain ou après-demain, je sais plus. Enfin, c'est très rapide cette histoire. Ils sont là en mode, mais on n'est pas censé les rencontrer avant d'aller chez eux. Enfin, un peu bizarre. Et elle a dit, écoutez, moi, leur notaire est venu, ils veulent vous récupérer, le juge a déjà accepté. Enfin bref, tout est déjà réglé en quelque sorte. Ils n'ont pas leur mot à dire, ils n'ont pas le choix. Bizarre, mais ils n'ont pas le choix de toute façon. Donc le notaire vient les chercher. Le gars est clairement tendu. Il est clairement très tendu, le bougre. En plus, il les abandonne, enfin, il les lâche en pleine ville. À un moment, il fait, faut que vous continuiez, vous tournez à droite au bout, enfin, à droite ou à gauche au bout. Vous allez voir, il y a une voiture qui vous attend un peu plus loin. Enfin, il y a plein de petites choses qui se passent et qui sont étranges. Et ils arrivent dans une ville où tout est de plus en plus étrange. Elle s'appelle Silence. Et lui, c'est Auriel, je crois. Et vraiment, ils arrivent dans une ville où tout est bizarre, tout est chelou. Enfin, faut pas sortir après une certaine heure. Vraiment, c'est bizarre leur histoire. Mais j'ai adoré. Je l'ai dévoré et j'ai emprunté le tome 2. Faudrait que j'emprunte le tome 3. Faudrait que j'essaye de voir s'il y a moyen qu'on me le ramène dans une bibliothèque plus proche de chez moi parce qu'il est giga loin sinon. Et j'ai un peu la flemme d'y aller parce que c'est genre plus d'1 heure de transport. Alors je sais que je peux lire dans les transports, mais à un moment, je veux dire, j'ai des e-books, j'ai emprunté une Viblio à la bibliothèque, mais enfin, je veux quand même profiter de mon temps et ne pas passer des heures entières dans des transports. C'est long, sinon. Mais du coup, j'ai emprunté le tome 2 parce que j'ai vraiment adoré et j'ai très très hâte d'avoir la suite. Il fait partie de ma pile à lire. Allez savoir quand est-ce qu'il va en sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il en reste plus que 2. Il y a Tombé sous son charme et sous le sapin, qui est le deuxième roman Kairos que j'ai lu de Tamara Baliana, qui est une romance de Noël, vous vous en douterez. L'esquisse de nous était une romance de Noël aussi. On suit Juliane qui déteste Noël et Camille, sa voisine, qui adore Noël. Donc ça se passe en France, l'autre se passait à Montréal, je crois. Et c'est le premier roman de Noël qui m'a tiré des larmes. Il m'a fait pleurer. J'ai jamais pleuré pour un roman de Noël. Et ce roman, qui fait 180 pages, 180, a réussi à me tirer des larmes et à me faire chialer. Ça s'arrête là. Ça s'arrête juste à j'ai chialé en lisant Tomber sous son charme et sous le sapin. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'étais sensible ce jour-là ou est-ce que vraiment l'histoire de Juliane m'a bouleversée à ce point? Mais je sais pas pourquoi j'ai pleuré, d'accord. En plus, c'était vraiment un truc classico-classique qu'il y a souvent dans les romances. Et juste, j'ai pleuré comme un bébé devant. Même si je l'ai adoré, il m'a fait pleurer. Même si je l'avais déjà adoré de base, me tirer des larmes en 180 pages, fallait le faire. Du coup, c'est un coup de cœur. Voilà, c'est clairement mon coup de cœur de l'année, Tomber sous son charme et sous le sapin. Mais vraiment, j'ai jamais pleuré devant une romance de Noël et là j'ai pleuré. Mais en plus, c'était ridicule parce que c'est un truc qui se passe régulièrement dans les romances et d'habitude je pleure pas et là j'ai un gros bébé, vraiment. Donc je vous recommande ces 2 petites romances. En plus, elles sont à 7 euros et dispo à Cultura. Peut-être à la Fnac, je sais pas, mais moi je les ai eu à Cultura. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est Jeu blanc. Richard Vagamez, je crois. Où on suit un jeune garçon
un jeune garçon, comment dire, un jeune autochtone, donc c'est dans les années 60, en gros, 60-70, et on suit un jeune autochtone, je crois que ça se passe au Canada. Et il fait partie donc d'un peuple autochtone, encore une fois. Et à l'époque, il n'était pas rare que les Blancs viennent chercher chez les autochtones les enfants pour les mettre dans des foyers. Et pour les éduquer. Du moins, ça, c'est ce qu'il disait. Lui, il a un grand frère qui est emmené une première fois. Et ça détruit sa mère. Ses parents, ils sont déjà passés par ce genre de choses. Donc, ils savent que c'est pas juste éduquer les enfants. Et ils essayent de le protéger au début, mais il finit par y aller aussi. On suit son évolution, donc il arrive dans ce foyer, dans cet orphelinat en quelque sorte. Enfin, c'est pas un orphelinat, mais on se comprend. Et il découvre le hockey sur glace. Il s'y raccroche, on le voit s'y raccrocher, essayer de devenir hockeyeur, sauf que forcément il n'est pas assez blanc pour être hockeyeur, mais il va. Bref, le racisme banalisé en quelque sorte. Enfin non, c'est pas en quelque sorte, hein, c'est vraiment du racisme, le racisme de l'époque, quoi. Et il vit des choses vraiment atroces, hein, ce jeune garçon. Et il finit par sombrer. Enfin, déjà, il est très accro au sport, enfin à ce hockey sur glace qu'il découvre. Et ensuite, il part vers d'autres addictions. Et je l'avais déjà lu. C'est la seule relecture dont je vous parle, mais parce que je l'avais déjà lu et en fait à l'époque j'avais pas tous les tenants et les aboutissants et je l'avais pas lu comme il faut, vraiment. Et je me souvenais juste qu'il y avait un thème très grave et très important qui était abordé et en le relisant, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je l'avais lu la première fois, j'avais eu l'impression d'avoir manqué des informations. Et en le relisant, effectivement, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait quelques informations que j'avais laissées glisser, alors que j'en avais besoin, hein, mais qu'en fait, il y a des informations qu'on ne nous donne pas volontairement. On nous les donne à la toute fin. Enfin, on nous les donne à la fin, en fait, au moment où... il y a la révélation, enfin... Il fait son chemin de rédemption, le jeune homme. Et en fait, en relisant le roman depuis le début, je l'ai lu qu'une fois hein, cette année, mais en fait, il y a un moment, enfin, il y a un indice clair que j'avais juste pas vu à l'époque. Parce que j'ai pas voulu le voir. En fait, en le relisant, je me suis dit, mais en fait, là, à ce moment-là, à ce moment précis, on nous donne déjà un indice de ce qu'il traverse. On nous donne un indice de ce qu'on découvre à la fin. Et je l'avais juste pas vu. Et le relire et voir cet indice, en fait, qui était sous mon nez et que j'ai refusé de voir à l'époque, m'a juste fait comprendre qu'en fait, vu que c'était un livre pour les cours, je l'ai juste lu en diagonale. En fait, la fin, je l'avais trouvée belle. Belle dans son horreur, parce que c'est vraiment... c'est horrible, dit comme ça. Mais il y a cet arc de rédemption et il y a il arrive à remonter les souvenirs enfouis, etc. Et je sais pas, je les trouve... Enfin, à l'époque, j'ai été marquée par cette fin. Et ça fait 5-6 ans que je l'ai lu. Et j'étais toujours là en train de me dire, mais il faudrait que je le relise pour essayer de voir si y avait des indices sur ce qui se passe à la fin. Et en fait, oui.
Clairement, il y a un gros indice et j'ai juste refusé de le voir. J'ai refusé de voir l'indice qui était sous mon nez dans les genre 10 premiers pourcents. Ok, dans le premier quart du roman, 25 premiers pourcents du roman, il y a un indice et je l'ai laissé filer. Je l'ai refusé à l'époque. Et là, en le relisant, j'ai vu l'indice et je me suis dit, mais comment je suis passé à côté de ça? Comment j'ai réussi à ne pas voir à ne pas voir cet indice. Et je l'ai relu, c'est la seule relecture que je vous présente aujourd'hui, parce que vraiment ce livre est incroyable. Alors, par contre, trigger warning de fou. Vraiment, bon gros trigger warning pour la découverte de la fin. Et pour en fait tout ce qui se passe. Parce que on suit du coup l'arrachement à leur famille de ces jeunes autochtones. On suit leur parcours du combattant dans des foyers qui veulent pas d'eux. Hein. Enfin, c'est vraiment, ils sont pas là pour... ils sont pas traités correctement, quoi. On dit aux parents, oui, on va les éduquer, tout va bien se passer, etc. Et en fait, non. Non, clairement, non. Genre, pas du tout. Enfin, on leur fait juste vivre un enfer et on les traite mais comme de la merde. Et c'est très dur, mais il est très beau. Et avoir compris cette fin et avoir relu. Et j'avais déjà compris la fin à l'époque. Très clair la fin. Mais il y a quand même des sujets importants qui sont abordés. Donc, pas à mettre entre toutes les mains. Moi, j'étais déjà majeure et j'étais en études de lettres, donc forcément, on nous met des livres parfois un peu durs à lire parce que il le faut à un moment finalement. Mais ouais, un très très beau roman que j'ai adoré et que je pense relire un jour. J'ai terminé de vous présenter mes 10 lectures de l'année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très demain pour une nouvelle vidéo. Bye.